Irak du chef d'état-major américain, le général Dempsey. La stratégie de la coalition contre l'État islamique ne pourra pas seulement consister en des frappes aériennes, a-t-il prévenu. Le Hamas aurait offert à Israël une trêve de plusieurs années en échange d'une levée du blocus de Gaza, message qui aurait été transmis via des émissaires européens. Boko Haram mise en difficulté par l'offensive conjointe lancée par le Tchad et le Niger. Plusieurs centaines de militants auraient été tués ces dernières heures. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir à tous. Nous allons donc évoquer une nouvelle fois ce soir la situation en Irak à l'occasion de la visite impromptue aujourd'hui du chef d'état-major américain, le général Dempsey, qui est venu rappeler à ses alliés irakiens que les seules frappes aériennes de la coalition internationale ne pourront pas suffire à chasser l'État islamique. On sait qu'une intervention au sol a lieu en ce moment, offensive théoriquement menée par l'armée irakienne, mais soutenu, et peut-être plus que soutenu d'ailleurs, par des milices chiites et donc sans doute l'appui de Téhéran. On va évoquer cette situation donc au sol et puis dans les airs également avec nos invités. Bonsoir Jacques Neria, oui, bonsoir, expert sécurité militaire pour le Moyen-Orient. Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Vous êtes ancien officier dans le renseignement militaire pour l'armée israélienne. Situation diplomatique également avec au Congrès américain toujours cette pression des républicains qui menacent de ne pas valider l'accord sur le nucléaire qui pourrait être signé avec l'Iran, ce que dénonce une nouvelle fois ce soir la Maison-Blanche. بنده با توافقی که بتواند انجام بگیرد موافقم. البته توافق بد نه. آمریکایی‌ها مکرر تکرار میکنن، میگن ما معتقدیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد کردن است. بله، ما هم همین رو عقیده داریم. Voilà, en pleine offensive donc lancée par l'armée irakienne sur la ville de Tikrit en Irak, ville tenue par l'État islamique. Il y a donc aujourd'hui cette venue du général Dempsey, le plus haut gradé de l'armée américaine à Bagdad. Donc Jacques Neria, si on regarde la situation aujourd'hui, est-ce que les Américains contrôlent vraiment ce qui est en train de se passer militairement en Irak? Écoutez, ce qui se passe aujourd'hui en Irak est tout simplement aberrant. Les Américains ont projeté, planifié quelque chose, et ce qui se passe juste en face de leurs propres yeux, c'est tout à fait une autre réalité. La réalité est la suivante, c'est que l'Irak, n'ayant pas reçu des Américains à l'époque le soutien qu'il fallait, les Américains ayant je dirais, arrêté la livraison d'armes aux Irakiens, les Irakiens se sont tournés vers l'Iran. L'Iran immédiatement a envoyé des escadrilles d'avions, des conseillers militaires, je dirais même des officiers supérieurs pour encadrer les troupes irakiennes. Et à partir de ce moment-là, on parle de plus d'1 an, les Iraniens sont en train de former, je dirais, l'armée irakienne sont en train de former les milices chiites, donc Badr et les forces qui répondent à Muqtada Sadr. Ne serait-ce, je dirais, que citer le fait que le général Qasem Soleimani, le chef de la division Quds, donc c'est de Faylaq al-Quds, c'est le chef donc qui fait partie des gardes révolutionnaires iraniens, est sur place et c'est lui qui mène la guerre, le combat contre l'État islamique à Tikrit. Donc nous sommes arrivés à une situation où les Américains, ne voulant pas être impliqués dans un combat terrestre, ont laissé le terrain finalement aux Iraniens qui sont entrés dans le vide et qui ont
qui ont rempli, je dirais, la place des Américains. Et là, c'est le grand souci des Américains. Que faire aujourd'hui? Continuer, on se trouve avec une convergence, je dirais, où les Américains sont en train de frapper des cibles de l'État islamique de Jabhat al-Nusra, et les Iraniens font de même. Est-ce que l'ennemi de notre ennemi est notre ami, ou l'ennemi de notre ennemi est encore notre ennemi? Cette question est encore à poser. Raphaël Jérusalemi, comment vous jugez la situation aujourd'hui en Irak notamment? Je pense que ça serait bien que ISIS puisse s'étendre vers l'Iran et se battre contre les Iraniens. Ce n'est pas une grande surprise. Ça couvait depuis quelques mois cette intervention plus ou moins couverte de l'Iran dans le conflit, cette paradoxale cour que les Américains avaient avec les Iraniens à ce sujet. Et maintenant, je pense qu'ils sont en train de regretter leur erreur, ils sont en train de voir que ce qui pouvait être pour eux un pis-aller ou un instrument, comme d'habitude au Moyen-Orient, c'est toujours le cas, se transforme en une arme à double tranchant qui peut se retourner contre eux. Ouais. Alors, effectivement, il faut aujourd'hui le constater, l'Iran est présent militairement depuis la mer Méditerranée jusqu'au Golfe Persique, dans une région arabe. Donc les Iraniens sont présents au Liban avec les gardes révolutionnaires, on le sait déjà depuis 1982. Ils sont présents en Syrie avec des unités. Vous savez, ils ont déclaré ils ont un projet, donc un plan de mobiliser plus de 150 000 volontaires qui sont en train d'être acheminés vers la Syrie, qui sont en train de se battre. La semaine dernière, il y a un colonel-chef d'une brigade afghane qui était donc composée d'une ethnie afghane chiite, les Hazara, a trouvé la mort au sud de la Syrie, ce qui nous a fait comprendre que finalement c'est une unité iranienne qui appartenait aux gardes révolutionnaires était en train d'agir dans le sud de la Syrie. Et il s'avère que cette unité a déjà combattu à Saïd Zainab au sud de Damas il y a 1 an déjà. Donc je dirais l'incursion ou l'implication iranienne a été sous couvert pendant pas mal de temps et aujourd'hui tout simplement elle a explosé. Alors on va revenir en images d'abord sur cette visite impromptue du général américain Dempsey, chef d'état-major, aujourd'hui à Bagdad, avec quelques mises au point qui bien méritent qu'on s'y arrête. C'est avec Julia Ganancia. S'armer de patience face à l'État islamique. C'est le message qu'a voulu délivrer Martin Dempsey ce lundi à Bagdad. Le chef d'état-major interarmé américain a assuré qu'intensifier les raids aériens de la coalition internationale dirigée par Washington serait une erreur. Il plaide pour une patience stratégique et souligne que la fréquence des bombardements aériens dépend des capacités de l'armée irakienne sur le terrain. Nous avons déployé de grands moyens en matière de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et d'aviation militaire. Mais ils ne sont pas omniprésents et au vu du changement de priorité, nous essayons de les utiliser là où ils pourront infliger le plus de dégâts à Daesh. Cela signifie qu'il s'agit de foyers de population où Daesh tue des gens. Mais cela rend aussi la protection des zones archéologiques difficile. Daesh sera vaincu et il sera vaincu grâce à la coalition qui s'est organisée pour faire face à cette menace commune. La semaine dernière, le général Dempsey avait indiqué que la défaite de l'État islamique à Tikrit n'était qu'une question de temps. Quelques centaines de djihadistes y font face à environ 23 000 soldats et miliciens irakiens. Située à 160 km au nord de Bagdad, cette ville majoritairement sunnite fait partie des zones vastes prises par le groupe djihadiste l'an dernier. Des renforts ont été acheminés hier de Bagdad et notamment des véhicules blindés équipés d'armes modernes pour aider nos frères à libérer les villes de Tikrit, Al-Alam et Salah al-Din, si Dieu le veut. Nous avons reçu des renforts de Bagdad pour libérer Tikrit. Nous sommes venus de la province de Bassora pour participer à la bataille. Selon l'ONU, près de 30 000 personnes ont été déplacées par les combats autour de Tikrit, certains rejoignant des camps à Samarra, l'autre grande ville de la province de Salah al-Din. Ce qui inquiète aussi l'organisation humanitaire, c'est la destruction successive par les djihadistes du musée de Mossoul et des cités antiques de Nimroud et Atra. Les autorités irakiennes appellent la coalition internationale à intervenir pour protéger ce patrimoine archéologique. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a assuré que ces actes constituaient un crime de guerre. Alors voilà quelque chose qui n'est pas habituel, c'est vrai, sur le théâtre de guerre, Jacques Neria et Raphaël Jérusalemi, c'est de protéger finalement des sites archéologiques qui ont été saccagés par le... On a déjà vu ça en Afghanistan à l'époque, quand les talibans ont détruit les grands Bouddhas
ça fait partie de leur idéologie. Donc tout ce qui est avant l'islam et après l'islam devrait être tout à fait identique à ce que c'était durant la période du prophète. Donc, ce qui fait que tout doit être détruit. Ce qui se passe, en fait, c'est les trésors cachés dans ces musées-là ont été volés et servent aujourd'hui pour financer ces organisations terroristes. C'est tout simplement dommage. Il n'y a aucun respect pour l'histoire, aucun respect pour l'humanité. Ça nous fait de nouveau, ça démontre encore une fois de plus qui sont ces gens-là. Mais on ne peut pas protéger. Quand on est une armée, évidemment, on n'est pas entraîné à protéger ce genre de site. Non, bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des unités spéciales pour essayer de préserver finalement les œuvres d'art que les nazis prenaient dans les musées. Les nazis ont tout volé. Parce qu'en dehors de leur valeur commerciale qu'ISIS utilise pour remplir ses caisses, il y a évidemment la valeur de déshumanisation de leurs adversaires, d'élimination de leur passé, de leurs racines, qui est extrêmement importante, effectivement, sur le plan psychologique, du moins, affirmer la supériorité de l'islam sur les autres cultures. Je me permets d'intervenir. Écoutez, en Arabie Saoudite, c'est la même chose. Sous soi-disant les modérés, sous soi-disant la monarchie d'Arabie saoudienne, les Saoudiens n'ont rien laissé sur place. Ils ont tout détruit. Toutes les tombes ont été... Même la maison du prophète Mohammed a été détruite et on a bâti un hôtel dessus. Donc, je dirais, ce manque de respect fait partie, je dirais, d'une tradition, d'une idéologie envers ce qui est dans le passé. En Arabie Saoudite, vous ne verrez pas de tombe à la soufie comme en Afrique du Nord. Il n'y a pas de marabout, ça n'existe pas. C'est quand quelqu'un meurt, on l'enterre par terre avec une pierre juste au-dessus de sa tête et puis c'est tout. Je dirais, c'est identique à ce que font aujourd'hui les djihadistes. À l'exception, aujourd'hui, la seule exception, c'est du côté du Qatar où avec l'argent qu'il y a, on a mis sur place un autre Louvre. Oui, effectivement. Alors, je voudrais qu'on revienne à l'Iran et effectivement à son rôle de plus en plus important dans toute cette région troublée. Il y a aussi en marge de tout cela les négociations sur le nucléaire qui tentent de se poursuivre. Ce soir, il y a une grosse colère de la Maison-Blanche, donc de l'administration d'Obama, contre le Congrès républicain qui a menacé de ne pas avaliser un accord qui viendrait à être signé sur le nucléaire iranien. Ça veut dire quoi? Que le Congrès peut encore s'opposer, à votre avis, à cet accord nucléaire qui pourrait être signé là avant le 31 mars? Oui, mais le président Obama peut imposer son veto. Donc ça sera plutôt une démonstration politique qu'une véritable efficacité sur le terrain. Est-ce que le Congrès est convaincu par le discours de Bibi Netanyahou? Je ne le pense pas. Je pense que la ligne républicaine américaine a toujours été très cohérente. Avec ou sans Israël, il voit dans cet accord une autre faiblesse de la part du gouvernement Obama, une autre concession qui n'a pas lieu d'être, et je pense qu'ils essaient de défendre. Ce sont les intérêts de l'Amérique en premier lieu, pas d'une façon idéologique abstraite, mais sur un plan extrêmement concret. Ils sentent, et ça se voit comme on vient d'en parler en Irak aujourd'hui, que le gouvernement Obama balbutie, claudique. Donc la ligne républicaine est alertée par cette attitude. Elle essaie juste de faire sonner une fois de plus la sonnette d'alarme en disant on ne peut pas négocier avec l'Irak, avec l'Iran. L'Iran reste et demeure un État terroriste, un régime terroriste, un régime qui insulte tous les jours les droits les plus élémentaires de l'homme et de la femme et de l'enfant. Je pense que c'est cette réaction-là qui veut être exprimée au niveau du Congrès, bien que le président Obama, il l'a dit d'ailleurs, opposera son veto à cette opposition. Comme président, il a ses prérogatives qui lui permettent de signer un accord pareil avec l'Iran, en dépit, je dirais, de l'opposition du Congrès.
Mais il faut tout simplement faire une petite remarque dans ce contexte-là. On entend quand même Obama exprimer certains doutes à propos de cet accord-là, que si jamais les Iraniens ne respectaient pas, on n'arrivait pas à un certain accord, mieux vaut ne pas signer un tel accord. Donc je dirais que les trois principaux acteurs, c'est Khamenei, Netanyahou et Obama, se rejoignent, parce que les trois disent que si jamais, mieux vaut ne pas signer un accord que de signer un mauvais accord. Et on a vu qu'il y a en ce moment une grande incertitude qui règne autour du sort de Khamenei, que certains réseaux sociaux ont annoncé comme décédé ou agonisant depuis ce week-end. Ça change quelque chose ou pas? Le monde sera beaucoup plus sûr sans lui, certain, mais simplement il y aura toujours un remplaçant. Les cimetières sont pleins de gens qui pensaient être irremplaçables. Alors ça ne va pas changer beaucoup à la politique de l'Iran. Ouais. Il n'y aura pas de modérés qui arriveront derrière Khamenei à ce poste-là? En Iran, il n'y a pas de modérés. Non, bien sûr. Et lorsqu'on parle d'un accord ou d'un mauvais accord, il est certain que aucun accord ne peut être bon lorsqu'il est signé avec un tel partenaire. Il n'a aucune valeur pour la simple raison que tout accord ne vaut que par les garanties qui en assurent le respect. Aucune garantie ne peut être donnée d'une façon sérieuse par les Iraniens, ils n'en ont même pas d'ailleurs la volonté, pour assurer n'importe quel accord. Il y a beaucoup trop d'endroits secrets dans lesquels ils développent toutes sortes d'armements, et pas seulement du nucléaire, des armements aussi non conventionnels. Il y a beaucoup trop d'inconnus. Donc l'accord qui serait signé ne serait signé que sur les centrales connues, les centrifuges connus, avec un droit de regard sur ce qu'on voit de toute façon aujourd'hui. Limité. Et voilà, et pas du tout sur ce qu'on ne voit pas et que les Iraniens nous cachent. Donc l'accord mauvais, bon, n'aura aucune valeur parce qu'il n'y a pas les garanties nécessaires pour en assurer le respect convenable. Il y a trop de trous dans ce fromage. Trop de trous. Voilà, dans ce fromage. exact. C'est impossible à gérer, impossible à contrôler. Je dirais là, nous sommes dans une situation très difficile. Nous avons un président entêté qui semble être convaincu de son droit et de sa logique, qu'il faut arriver à un accord avec l'Iran, et en sachant que les Saoudiens ont peur, que les pays du Golfe ont peur, qu'Israël et naturellement se rebiffent. Tout cela n'importe pas pour le président qui continue sur sa lancée. Voilà, et puis il y aura dans quelques jours une nouvelle rencontre prévue à Genève entre les délégations américaines et iraniennes pour essayer d'avancer. Alors, on revient à la situation et au danger que représente l'État islamique pour toute cette région. On sait que la Ligue arabe était réunie aujourd'hui au Caire pour toujours évaluer cette menace qui pèse sur de nombreux pays. Eh bien, écoutez ce qu'a dit justement l'un des représentants de la Ligue arabe aujourd'hui au Caire, cette proposition qui revient une nouvelle fois sur la table. La sécurité régionale arabe est confrontée à de grands défis. Le plus grave danger est la propagation du cancer du terrorisme et des groupes extrémistes au-delà de toutes les frontières. Il y a un besoin pressant pour la création d'une force militaire arabe commune qui soit multifonction, une force multinationale capable d'intervenir rapidement pour lutter contre le terrorisme et les activités des groupes terroristes. Alors, ce n'est pas la première fois que cette idée est émise, mais est-ce que c'est si difficile à mettre en place? Est-ce que c'est une utopie, Jacques Nérien? C'est une utopie. Elle a été prononcée premièrement par le roi saoudien. Donc c'est lui qui a émis premièrement cette idée-là. Maintenant, je vous propose un scénario. Donc une force saoudienne, égyptienne est formée et doit intervenir en Irak. Est-ce que l'Iran va laisser ses forces venir intervenir sur place? Je pense que la réponse est négative. Donc, on parle la menace contre les États, la menace est contre les États modérés. Donc, ceux qui sont déjà en accord, où il y a un accord, de défense mutuelle, comme les États du Golfe, comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et c'est basé sur une intervention, pointue de force, nationale, comme l'ont fait les Égyptiens à Derna, comme l'aviation et les commandos égyptiens l'ont fait en Libye, et comme
le feraient d'autres armées, je dirais, à intérêt national. Naturellement, du point de vue interarabe, c'est surtout, je dirais, une coopération militaire, mais c'est surtout dans le domaine du renseignement où il y aurait un échange beaucoup plus effectif qu'il y en a aujourd'hui. Je ne pense pas qu'une telle force soit, je dirais, réalisable, et surtout, ce n'est pas une proposition concrète. Vous êtes d'accord? Oui, alors ce qui est intéressant dans cette déclaration que nous venons d'entendre, c'est d'abord réjouissant que nous ne soyons plus le plus grave danger, je cite. Donc nous ne sommes plus l'ennemi numéro 1 au Proche-Orient. C'est vrai qu'il y a un changement là-dessus. Oui, il y a un changement de focus, de vedettariat, dirons-nous. Ce qui est aussi très paradoxal, c'est qu'en fin de compte, pour nous, ISIS n'est plus non plus un tellement grave danger. Sur le plan stratégique pur, ISIS ne représente pas un danger. Pas pour Israël, pas pour le Proche-Orient, sur le plan stratégique pur. Pour Israël, le vrai danger, c'est dans ce que Jacques Derrida a parlé avant, c'est l'axe Iran, Irak, Syrie, Liban ininterrompu, arrivant aux frontières d'Israël. Avoir à Konetra 300 ou 3000 combattants de ISIS ne représente pas un danger stratégique. Ça peut être inquiétant, désagréable, il peut y avoir une infiltration terroriste, c'est tout. Par contre, effectivement, ce qui est en train de se développer, ce changement des forces en présence, ça représente un danger énorme pour Israël, un danger stratégique. Donc, que les Arabes s'unissent pour combattre Daesh, c'est très bien. Je ne suis pas sûr que ça soit dans notre intérêt. Ni dans l'intérêt des Arabes, parce que finalement, les Iraniens aussi menacent, je dirais, tous les pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite en premier lieu. C'est renforcer les chiites. Donc, on était habitué à avoir des officiers de renseignement au Golan, iraniens. On était habitué à avoir des instructeurs dans la Beka. Maintenant, il y a un redéploiement de forces dans la région, et on voit arriver aujourd'hui les forces iraniennes qu'on ne voyait pas dans le passé, et c'est un élément qu'Israël ne peut pas ignorer. D'ailleurs, elle ne l'a tellement pas ignoré que, selon certaines informations, la fameuse équipe avec le fils de Emad Mornier, qui avait été éliminé sur le Golan par soi-disant les anti-israéliens, alors tout cela avait, je dirais, impliqué le fait qu'Israël était en connaissance, en vraie connaissance de ce danger-là. On emploie le conditionnel encore, vous avez raison, ça n'a jamais été confirmé de source officielle israélienne. On a vu que l'Iran avait testé également ces derniers jours un nouveau missile balistique longue portée. Ça veut dire quoi? Que les Iraniens veulent toujours montrer, même tout en négociant sur le nucléaire, finalement, ils veulent toujours montrer qu'ils ont cette capacité. C'est tout à fait, je dirais, c'est l'argument israélien. Vous êtes en train de négocier avec les Iraniens à propos de l'arme nucléaire possible, imaginable, qui pourrait être sur place en 1 an, disent les Américains, en 6 mois, disent les Israéliens, si on laissait les Iraniens faire. Mais comment porter cette arme-là, si ce n'est pas par des missiles balistiques? Donc, vous vous occupez d'un élément et en ignorant l'autre. C'est ce qui serait dit. Donc, si jamais il doit y avoir accord, il doit y avoir accord surtout. Il faut limiter tous les moyens de porter ces têtes nucléaires, de les emporter avec des missiles balistiques. Les missiles balistiques ne sont pas uniquement, je dirais, une menace contre Israël. Imaginez-vous contre la Mecque, par exemple. Ça serait possible que contre d'autres États. C'est fournir et donner aux Iraniens une force de frappe inégalée. Donc c'est cet effort-là qu'il faut enrayer. Oui, il y a un indice qui peut être intéressant, c'est que les Russes se montrent assez prudents dans les fournitures qu'ils acceptent de vendre à l'Iran. Il y a un certain matériel qu'ils ne vendent pas à l'Iran, par exemple les missiles S-300, qui sont capables donc de faire tomber un avion israélien dans le ciel, dans l'espace aérien israélien. Ces missiles-là, la Russie ne l'a pas vendu à l'Iran. Bon, il y a sûrement eu sous la table des pressions, des négociations pour demander aux Russes de ne pas le faire, mais la Russie se montre très prudente justement par rapport aux armes qu'elle vend à l'Iran. D'ailleurs, ce même missile S-300 a été vendu à l'Égypte récemment. Il est certain que dans les mains, personne, inclus M. Obama, ne peut songer qu'il a affaire à un régime normal,
avec lequel on peut traiter d'une façon normale. Il y a quand même des lignes rouges qui ont été dépassées 10 fois, 20 fois. Les risques qui sont pris actuellement sont énormes. La seule chance pour Israël aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ce ne sont pas des risques que pour Israël. Nous ne sommes pas vraiment seuls, mais il se peut, comme on l'a dit, avec la possibilité des Arabes de s'entendre, avec l'aveuglement de l'Amérique, avec la faiblesse chronique de l'Europe, il se peut que nous nous retrouvions une fois encore en première ligne pour régler le problème, qui est un problème de tout le monde, pas le nôtre seulement. Malheureusement, avec regret, je dirais que Kerry me rappelle les Chamberlain à l'époque, qui avait négocié avec à Munich, qui avait négocié avec les nazis et qui avait dit je vous apporte la paix. Et en fait, c'était le désastre. 60 millions de personnes ont été tuées dans cette guerre-là, dont 6 millions de juifs, naturellement. Je voudrais qu'on dise un mot, il nous reste un peu plus de 2 minutes, mais sur la situation militaire maintenant à proprement parler sur le terrain, on a l'impression, mais c'est toujours compliqué, que l'armée irakienne et les milices chiites ont progressé, on arrive très près de Tikrit. Est-ce que vous avez l'impression que l'État islamique est affaibli là militairement, ou est-ce qu'il a encore les moyens de progresser encore dans cette zone? C'est les deux. Il est affaibli, il est surtout empêtré, il n'arrive pas à se redéployer comme il faut. Il y a beaucoup de réseaux de canaux de communication ou d'approvisionnement qui lui manquent. Il est très difficile pour les différents maillons de la chaîne du commandement de ISIS de communiquer entre eux, pour les différents bastions d'être approvisionnés en nourriture, en armes, en médicaments. Donc il y a un vrai problème. Tikrit, c'est un petit peu l'échauffement. La véritable épreuve, ce sera Mossoul. Si Mossoul, au mois d'avril ou au mois de mai, tombe, là on pourra dire qu'il y a une grande avancée sur le plan de l'affaiblissement d'ISIS, mais on sera encore malgré tout loin de sa neutralisation, parce que c'est un mouvement de guérilla, c'est un mouvement qui peut faire énormément de mal avec peu de moyens, peu d'hommes, et qui peut continuer à sévir à partir de points isolés. Et donc le travail est encore long, mais je pense que Mossoul, ça pourrait être le tournant de ce combat, et Tikrit, c'est un petit peu la préparation pour sonder un petit peu les capacités de l'armée irakienne. L'échauffement, comme vous avez dit, 20 secondes. Alors, remarquez que pour reprendre Tikrit, les Irakiens ont engagé plus de 30 000 soldats, dont 2 tiers sont des milices chiites et non pas des unités régulières de l'armée irakienne. Ils sont loin de Mossoul. Ils sont très loin. N'avancent que s'il y a des frappes aériennes. Ils sont très loin de Mossoul encore, et nous sommes à vivre avec l'État islamique, malheureusement, pour encore beaucoup de temps. Nasrallah, le secrétaire de Hezbollah, a dit que nous sommes là pour encore 3 ans au moins. Bon, écoutez, on continuera d'en parler pendant toute cette période. Voilà. Merci Jacques Neria, vous reviendrez donc. Raphaël Jérusalemi également, merci à vous. Dans un instant, on parlera de cette proposition prêtée au Hamas d'une trêve. Restez avec nous. Visite en Irak du chef d'état-major américain, le général Dempsey. La stratégie de la coalition contre l'État islamique ne pourra pas seulement consister en des frappes aériennes, a-t-il rappelé. Le Hamas aurait offert à Israël une trêve de plusieurs années en échange d'une levée du blocus de Gaza. Ce message aurait été transmis via des intermédiaires européens. On en parle dans un instant. Boko Haram mise en sérieuse difficulté par l'offensive lancée par le Tchad et le Niger. Plusieurs centaines de militants auraient été tués au cours des dernières heures. Une importante opération de l'autorité palestinienne a eu lieu la nuit dernière. 30 membres du Hamas au moins ont été arrêtés en plusieurs endroits de Cisjordanie, et il s'agit de l'opération la plus importante menée par les Palestiniens ces dernières années, au moment où à Gaza, des membres du Fatah ont eux aussi été arrêtés par le Hamas. Guerre interpalestinienne donc, au moment où un document dévoilé aujourd'hui révèle que le Hamas pourrait avoir offert une trêve de longue durée à Israël en échange d'une levée totale du blocus de Gaza. Maxime Pérez. Une trêve de 5 ans en échange de la levée du blocus de Gaza.
Voilà en substance la proposition qui aurait été transmise par le Hamas à Israël le mois dernier, par médiateur interposé. Une offre qui serait intervenue en marge de la visite de l'émissaire du Quartet au Proche-Orient, Tony Blair, dans le territoire palestinien. Parmi les personnalités approchées par le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza, Robert Serry, l'émissaire des Nations Unies en charge du processus de paix. Selon la presse israélienne, d'autres diplomates occidentaux auraient été sollicités, en particulier Paul Garnier, le consul de Suisse à Ramallah. Dans un communiqué, l'intéressé démente avoir servi d'intermédiaire, mais reconnaît avoir toujours maintenu des contacts avec le Hamas. Parmi les conditions que feraient valoir les islamistes contre un arrêt des hostilités, l'ouverture de tous les points de passage frontaliers et la construction d'un port et d'un aéroport à Gaza. 3 revendications déjà formulées l'été dernier, au plus fort des combats avec l'armée israélienne. Ces dernières heures, des responsables du Hamas ont refusé de confirmer ces informations. En revanche, son porte-parole, Sami Abou Zohri, admet que plusieurs pays occidentaux ont formulé des propositions d'accord de trêve durable avec l'État hébreu. Info ou intox, à 8 jours des élections législatives, ces rumeurs pourraient remettre sur la table une question aussi urgente qu'explosive pour le futur gouvernement israélien. La reconstruction de Gaza, où la crise humanitaire guette, et l'avenir des relations avec le Hamas. Et l'Égypte, qui elle aussi a classé le Hamas parmi les organisations terroristes, vient de rouvrir aujourd'hui le point de passage de Rafah, situé au sud de la bande de Gaza. Il s'agit du seul point de passage vers l'Égypte, fermé en raison de liens existants entre le Hamas et les djihadistes opérant dans le Sinaï. Leslie Rezoug. C'était une annonce particulièrement attendue. L'Égypte ouvre pour 2 jours le point de passage de Rafah, seul accès à la bande de Gaza non contrôlée par Israël. Une décision prise samedi par les autorités et un véritable soulagement pour les Gazaouis après des semaines d'attente. Le passage a été fermé pendant 47 jours et la souffrance de la bande de Gaza s'est aggravée. Le peuple palestinien souffre énormément lorsque le passage est fermé. Depuis le mois d'octobre, l'Égypte n'a ouvert la frontière que 4 fois, une mesure de rétorsion après un attentat sanglant dans le Sinaï égyptien qui avait fait 30 morts. Il avait été revendiqué par le groupe djihadiste Ansar Bet al-Maqdes, mais pour le Caire, cela ne fait aucun doute. Les islamistes ont bénéficié d'une aide logistique du Hamas depuis l'intérieur de l'enclave palestinienne. Les autorités ont donc également imposé un état d'urgence et un couvre-feu dans certaines zones du Sinaï et établi une zone tampon le long de la frontière avec Gaza. Un isolement difficile à supporter pour la population qui se réjouit de reprendre au moins temporairement une vie normale. J'ai raté le premier semestre à l'université et le second semestre a commencé il y a 1 mois. Je veux absolument voyager pour ne pas rater la prochaine année universitaire. On ne connaît pas à l'avance les horaires d'ouverture du passage. Mais un nouvel attentat pourrait changer la donne. Ce lundi, 3 soldats égyptiens ont été tués et 3 autres grièvement blessés dans l'explosion d'une bombe dans le nord du Sinaï. Les autorités égyptiennes pourraient donc revenir plus vite que prévu sur leur décision et fermer de nouveau le passage de Rafah. En Afrique, le groupe Boko Haram a perdu du terrain après l'offensive lancée par les armées tchadiennes et nigériennes. Vous le voyez sur la carte, la ville de Damasak notamment aurait été reprise aux islamistes qui ont enregistré également de très lourdes pertes. Maël Benoliel. La ville de Damasak au Nigeria libérée des islamistes de Boko Haram. Après de violents combats, les armées du Niger et du Tchad ont finalement repris cette ville du nord-est du Nigeria des mains des terroristes. Une opération militaire conjointe dans laquelle au moins 200 combattants du groupe extrémiste auraient été tués. Le groupe islamiste s'était emparé de Damasak en novembre dernier. Au moins 50 personnes avaient trouvé la mort alors que 3000 autres avaient dû fuir les combats, selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Les combattants islamistes avaient infiltré la ville en se déguisant en marchands et en dissimulant leurs armes dans des cartons de marchandises. Pris de court, les soldats nigérians s'étaient alors enfuis avec une partie des habitants de la ville vers le Niger voisin. Depuis dimanche, les armées du Niger et du Tchad mènent une offensive terrestre et aérienne commune de grande envergure dans cette partie du pays. Et l'offensive lancée sur Damasak marque l'ouverture d'un deuxième front contre Boko Haram au Nigeria. Une touche d'espoir pour les habitants de cette région, au lendemain où le groupe terroriste a fait allégeance à l'État islamique.
Et à Paris aujourd'hui, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a reçu son homologue malien pour faire le point sur la situation sécuritaire dans ce pays, frappé par des attentats, au moment justement où à Bamako, des enquêteurs français et belges ainsi que des magistrats sont arrivés sur place pour tenter de faire progresser l'enquête. On rappelle que l'attentat qui a visé un restaurant fréquenté par des étrangers a fait 5 morts samedi dernier, 2 Européens parmi eux. C'était à Bamako. L'État islamique qui se dit persécuté par les réseaux sociaux, eh bien, a peut-être retrouvé la parade. Il va créer son propre réseau social. On en parle avec notre spécialiste Rudy Saada. Bonsoir Rudy. Bonsoir Jean-Charles. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien l'État islamique avait déjà son magazine en anglais, son magazine en français, en ligne. Et donc voici aujourd'hui qu'il a Facebook, c'est-à-dire comprenez le Facebook du califat. C'est une information qu'a révélée hier le site Middle East Eyes qui s'est baladé dans ce Facebook djihadiste. Alors il est assez sophistiqué, on peut l'utiliser en 7 langues. On y retrouve, au-delà du design qui ressemble 2 gouttes d'eau à celui de Facebook, toutes les fonctionnalités du célèbre réseau de Mark Zuckerberg. Alors création de profil, discussion instantanée entre membres, tout y est, sauf justement les photos de profil. Il y a des avatars. Pour accéder à ce réseau social, il faut que les utilisateurs respectent 4 règles. Les 4 règles les voici. Premièrement, ne pas envoyer d'informations prises sur le site à quelqu'un d'autre. Deuxièmement, ne pas poster de photos. Troisièmement, faire preuve de retenue envers ceux qui ne font pas partie de l'organisation pour pouvoir éventuellement les attirer, ne pas les effrayer. Et quatrièmement, signaler toute agression verbale par d'autres utilisateurs. Donc l'accent est mis sur la confidentialité, car les djihadistes le savent, ils sont très surveillés, c'est clair. Il y a quelques mois, ils avaient même sorti un guide, des précautions à prendre pour mener le djihad sur Internet. Et dans ces précautions, il y avait tout un aspect sur la confidentialité. Alors sait-on qui est derrière ce site ? Alors, à l'heure actuelle, on sait peu de choses parce que le site n'est pas accessible, n'est plus accessible. En tout cas, il a des difficultés, on va en parler, mais on connaît le serveur qui héberge le site, c'est-à-dire la base, la colonne vertébrale est à Londres, chez un hébergeur du nom de GoDaddy. Et puis, il y a ce message sur le site qu'on retrouve actuellement. Il dit que ce site n'a pas été créé par Daesh. C'est simplement des gens affiliés qui, je cite, ont une loyauté totale et absolue à l'État islamique, à nos frères qui sont unis dans l'Est ou dans l'Ouest. Donc, ce sont des sympathisants, ce n'est pas forcément la branche principale. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer. On retrouve finalement toute la rhétorique de l'organisation dans ce message. Dernière chose que l'on sait, c'est que malgré la sophistication du site dont je vous parlais, toutes ces fonctionnalités, eh bien, le site est très instable. Il est très très souvent tout simplement HS, hors service, impossible de l'utilité, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de s'y connecter par curiosité, et puis ça prouve que derrière, ce n'est pas forcément très très solide. Alors en tout cas, c'est la réponse qu'avait annoncé l'organisation Daesh après justement toutes ces fermetures de comptes. Oui, alors on le sait depuis quelques semaines, Facebook, on savait depuis des mois déjà, Facebook et Twitter, c'était les outils de prédilection de recrutement, de propagande de Daesh, on l'a dit, on l'a répété, mais depuis les attentats de Charlie Hebdo notamment, les grandes entreprises du net se sont mobilisées, elles se sont engagées dans la fermeture systématique de comptes faisant l'apologie du djihadisme. Il y avait fin 2014 plus de 46 000 comptes Twitter qui étaient affiliés à Daesh, et puis Twitter depuis les ferme à tour de bras, encore 2000 la semaine dernière. C'est pourquoi Daesh a lancé, je cite, le terme de vraie guerre contre l'administration Twitter. Alors il y avait eu même des menaces physiques il y a quelques mois. On a en tout cas ce soir un début de réponse dans cette vraie guerre que mène Daesh via Twitter, qui veut donc faire taire Daesh sur Internet. Merci Rudy Saada. On vous retrouve tout à l'heure dans notre page spéciale élection israélienne pour parler des réseaux sociaux, mais cette fois version politique en Israël. En France, pendant ce temps, 4 nouvelles interpellations aujourd'hui dans l'enquête sur les attentats de Paris du mois de janvier dernier. Il s'agit de proches d'Ahmedi Koulibaly, l'un des terroristes. Et parmi les suspects entendus figure une femme, gendarme, compagne de l'un des proches du terroriste, qui avait d'ailleurs déjà été suspendu il y a quelques semaines par sa hiérarchie. Et ne manquez pas justement ce soir dans l'émission Reportage sur i24 News l'enquête exclusive réalisée en Tunisie dans la famille de l'une des victimes de l'hypercachère de Vincennes. Il s'agit de Yoav Attab. La Tunisie lui a rendu hommage. Sa famille s'est d'ailleurs confiée à l'équipe d'i24 News dans un climat contrasté en Tunisie, puisque cela coïncidait avec un spectacle donné à Tunis par l'humoriste antisémite Dieudonné. Extrait du reportage que vous verrez ce soir signé Anthony Less et Stéphane Calvo. Johan Cohen, Philippe Braham,
Michel Saada, Yoav Attab, assassinés tous les 4 le 9 janvier parce qu'ils étaient juifs. Yoav Attab était le plus jeune d'entre eux. Il n'avait que 21 ans. Lors de l'attaque de l'Hypercacher, il a essayé de sauver les otages en s'emparant de l'arme d'Amédi Koulibaly. Un geste d'héroïsme qui lui a coûté la vie. Nous sommes partis sur ses pas. Dans la ville où il est né, il a grandi, à Tunis. Nous avons voulu savoir comment la Tunisie a vécu ce crime antisémite contre un de ses enfants. Et c'est de cette haine qui a tué son fils que Batou Attab nous parle. Cette haine dont il refuse l'importation. J'ai pas de haine, même avec mes ennemis, j'ai pas de haine. Ici, au moins, on sait bien qu'on vit entre les Arabes, qu'on a vécu ensemble depuis avant. On vit ensemble, regardez ce soir comment ils sont venus du gouvernement, etc., etc. Comme des frères, voilà, il n'y a pas de problème. Dans l'assistance, Yamina Tabé, présidente de l'association tunisienne de soutien des minorités, qui se bat contre le racisme, l'homophobie et l'antisémitisme. Après l'attentat de la porte de Vincennes, cette amie de la famille Attab a dénoncé dans la presse le silence ahurissant des autorités. Elle aussi est inquiète. Au-delà des accusations de sionisme subies par la famille Attab, comme par d'autres, elle dénonce l'existence d'un discours ouvertement antisémite en Tunisie. Il y a eu des prêches dans des mosquées, une particulièrement à la mosquée de Radès il y a un an, où l'imam a appelé carrément à éradiquer les juifs de la terre. C'est cette parole débridée que regrette Avishai Attab, le frère de Yoav. Ami de Yamina et membre de son association, il rouvre pour la première fois depuis la tragédie son petit restaurant. Je ne pense pas qu'il y ait une montée d'antisémitisme. Je pense qu'au temps de Ben Ali, cet antisémitisme il était caché et que voilà, il était caché. Aujourd'hui, après la Révolution, tout le monde peut parler. Garantir la liberté d'expression tout en protégeant ces minorités sont des défis parmi d'autres que doit affronter la Tunisie, pays phare du printemps arabe et qui vient d'élire un nouveau président au suffrage universel. Cette démocratie reste fragile, menacée par l'extrémisme sur son territoire et à ses frontières. Elle doit apprendre vite si elle veut offrir un avenir à sa jeunesse et à sa communauté juive. Pour Avishai et sa famille, le futur est encore tunisien. Reste l'absence de l'être cher, l'ami, le fils, le frère. Voilà, reportage à voir dans son intégralité tout à l'heure, dans l'émission reportage juste après le Grand Direct. L'économie, tout de suite. Et dans l'actualité économique ce soir, c'est le lancement très attendu d'un nouveau produit dans la famille Apple. Il s'agit de l'Apple Watch, la montre connectée. De quoi s'agit-il exactement? Tout d'abord, les explications de Léa Raka avec Arnaud Delasselle. L'Apple Watch est le produit le plus personnel qu'Apple ait créé, le tout premier destiné à être porté, a déclaré Tim Cook, le directeur général de la firme californienne. La montre connectée se décline en plusieurs modèles, 6 matériaux, 6 bracelets, 11 cadrans différents. L'Apple Watch, l'Apple Sport et l'Apple Edition. A priori, rien ne les différencie si ce n'est le prix. L'entrée de gamme est de $350 et le modèle le plus cher peut aller jusqu'à $6 000 avec son bracelet en or de 18 carats. Alors, comment comptent-ils justifier un tel prix auprès de leurs clients? On nous propose une montre intelligente qui, en plus de donner l'heure, met en avant nos applications préférées. Le calendrier, la map, les réseaux sociaux, mais aussi de mesurer notre rythme cardiaque, de calculer le nombre de calories dépensées ou d'organiser notre programme de gym. L'Apple Watch devrait être commercialisé exclusivement dans les points de vente Apple. La firme américaine prévoit de vendre 5 à 6 millions d'exemplaires en 2015. Cependant, Apple devra lever le doute quant aux plus sceptiques sur les réelles performances de la montre. De gros problèmes d'autonomie ont été pointés du doigt, puisque la durée maximale du produit connecté n'est que de 5 heures. Sauf imprévu, la montre doit être commercialisée à partir du mois d'avril. Attention.
Voilà donc Apple qui revendique ce soir avoir vendu 700 millions d'iPhone depuis le lancement de ce produit. C'était en 2007. Ça ne nous rajeunit pas. Bonsoir Johanna Citruc. Bonsoir Jean-Charles. Alors, ça va très bien pour Apple, visiblement. C'est en tout cas ce que dit son PDG ce soir. Mais ce n'est pas le cas d'un de ses concurrents, Sony, qui annonce 1000 suppressions d'emplois ce soir en Suède. Oui, effectivement, sur les 2200 emplois que compte actuellement le site suédois de Sony Mobile, 1000 postes donc vont être supprimés. C'est quasiment la moitié des effectifs. Une annonce qui reflète une tendance plus générale, puisque au niveau mondial, l'objectif est de réduire de 30% le nombre d'employés qui travaillent dans la division de téléphonie mobile du groupe d'ici mars 2016. Une division qui a elle seule enregistré une perte de 1,2 milliard de dollars uniquement pour le 4e trimestre 2014. Et d'ailleurs, sur cette même période, donc Sony a vendu moins de 12 millions d'appareils, alors qu'un de ses principaux concurrents, donc Apple, on en parlait, a écoulé plus de 74 millions d'iPhone. Le japonais veut donc se recentrer sur ses activités les plus rentables, comme par exemple les composants, les jeux vidéo, les musiques ou encore les films. Alors, on va maintenant évoquer l'autre grosse information économique du jour. Il s'agit de la Banque européenne, la Banque centrale, qui a débuté son programme de rachat de dettes. Oui, il a été annoncé le 22 janvier dernier, il a été détaillé il y a quelques jours et c'est aujourd'hui, c'est ce lundi 9 mars qu'il a été officiellement lancé. C'est donc le programme de rachat de dette de la BCE. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que chaque mois, la Banque centrale européenne va racheter des obligations souveraines pour 60 milliards d'euros et ce jusqu'en septembre 2016, voire plus si nécessaire. L'objectif est de relancer l'activité mais aussi d'éloigner la menace déflationniste. Deuxième question, est-ce que à qui la BCE va racheter donc ces portions de dettes, ces obligations souveraines sont initialement émises par les pays de la zone euro et ensuite rachetées par notamment les banques, les fonds ou les compagnies d'assurance. Eh bien, c'est vers ces établissements que la BCE va se tourner pour racheter donc ces dettes. Troisième question qu'on peut se poser, est-ce que ça va fonctionner selon la BCE ? Évidemment, la réponse est oui. Mario Draghi donc a d'ailleurs relevé ses prévisions de croissance et d'inflation également pour la zone euro. L'institution s'attend donc à une hausse de son PIB de 1,5% cette année, de 1,9% pour l'année prochaine. Quant à l'inflation, son retour est prévu pour 2016 avec un taux de 1,3%, donc des chiffres assez optimistes. En revanche, c'est pas le même son de cloche du côté des économistes. C'est plutôt contrasté puisque premièrement, donc la BCE veut racheter des dettes, mais encore faut-il trouver des vendeurs puisque les obligations souveraines c'est considéré comme une valeur refuge, donc tout le monde veut les garder. Et puis deuxièmement, cet assouplissement quantitatif, ça va provoquer une hausse de la quantité d'euros en circulation et donc une baisse de la valeur de l'euro. Et c'est un phénomène que les investisseurs anticipent déjà. Donc ils ont déjà commencé en fait à se débarrasser de leurs euros qui perdent donc de la valeur. Ça donc amplifie le phénomène et résultat, l'euro est passé sous la barre des 1,10 $, un seuil qui n'avait pas été atteint depuis plus de 10 ans, depuis 2003. Ouais, ce qui d'ailleurs pourrait continuer. On aura peut-être un euro à 1 dollar d'ici la fin de l'année. Merci Johanna Citruc pour cette analyse. Face à la menace nucléaire iranienne ou les tirs de missiles venus du Liban ou encore de Gaza, Israël est en train de mettre au point un nouveau système de missiles anti-missiles. Il s'agit du Barak 8. En quoi cela consiste-t-il ? Eh bien, regardez le reportage de Maxime Pérez. À l'image de son imposant pavillon au Salon Aero India 2015, la société IAI incarne presque à elle seule la vitalité des relations militaires entre New Delhi et Jérusalem. Cette année encore, sur le milliard de dollars investi par l'Inde dans l'achat d'armement made in Israël, l'industrie aéronautique israélienne joue un rôle prépondérant. En tête de liste, le Barak 8, un système de défense anti-aérienne conçu à l'origine pour la protection des navires de guerre contre des attaques de missiles, de drones et même d'hélicoptères de combat. L'Inde cherche à équiper ses puissants destroyers furtifs Kolkata avec ce système. Le système a deux configurations quand il est déployé sur un navire de guerre. La première consiste à protéger la flotte et la seconde sert à défendre une zone. Au sol, le système sert surtout à protéger une zone. Là où il est stationné, un lanceur peut assurer une protection sur un rayon de 70 km. Pour Israël, le Barak 8 peut avoir un double usage. Protéger ses navires, mais aussi ses immenses ressources de gaz au large de la Méditerranée.
devenus des cibles stratégiques que demain pourrait viser le Hezbollah. Dans sa configuration navale, le Barak 8 peut faire face à n'importe quel type de menace, y compris le missile antinavire Yakout de fabrication russe, qui est déjà aux mains de la Syrie. C'est un système qui peut répondre à toutes sortes de menaces antiaériennes. Le Yakout ou P-800, une arme qui figurait depuis plusieurs années dans l'arsenal du Hezbollah. En juillet 2006, l'organisation chiite avait déjà tiré un missile chinois C-801, sol-mer, contre l'INSS Ranit, au large des côtes libanaises. Le bâtiment israélien, une corvette, avait été lourdement endommagé. 4 marins furent tués par l'explosion du missile. Le Barak 8 a été testé plusieurs fois à bord de navires de Tsahal, grâce à l'appui d'un radar à balayage tridimensionnel, un système de guidage avancé et une tête chercheuse. Le missile est un véritable bouclier actif. Mais la révolution pourrait venir de terre et des capacités antimissiles du système Barak 8. Les ingénieurs d'IAI rêvent d'en faire une alternative au système Patriot américain. Nous disposons d'une version améliorée du système Barak 8 qui fournit une défense antiaérienne sur un rayon de 150 km. Cela rapproche ses performances du système Patriot qui est déjà intégré au bouclier antimissile israélien. De ce fait, nous avons pris les devants et pensons que la prochaine génération de systèmes antiaériens utilisés par l'armée de l'air israélienne sera cette version améliorée du Barak 8. Face à la menace des roquettes du Hamas et du Hezbollah, la version terrestre du Barak 8 pourrait être rapidement sollicitée. Nul doute qu'elle renforcerait un peu plus le bouclier antimissile israélien, déjà très étoffé. On reste dans le ciel avec ce qui est peut-être l'avion du futur, cet avion capable de voler à l'énergie solaire. C'est en tout cas l'ambition de Solar Impulse qui s'est envolé d'Abu Dhabi aujourd'hui avec 2 pilotes qui vont tenter de réaliser un tour du monde écologique par étapes. Et première étape d'ailleurs qui a été réalisée sans encombre puisque l'appareil s'est posé il y a quelques instants à Oman. David Klezewski. Pas une seule goutte de kérosène dans cet engin qui prend son envol. Solar Impulse, 2e édition du genre, va tenter le pari de faire le tour de la Terre avec une seule source d'énergie, le soleil. L'appareil a décollé ce matin d'Abu Dhabi pour un périple de 5 mois entrecoupé de plusieurs escales. 17 000 cellules solaires remplaceront les bons vieux réacteurs, responsables eux aussi d'émissions de gaz à effet de serre. L'appareil a l'envergure d'un Airbus A380, mais il pèse à peine plus qu'un 4x4 familial avec ses modestes 2,5 tonnes. L'objectif du projet est de promouvoir les technologies propres. Émotion, contenu de l'un des pilotes avant l'embarquement. Je crois que nous sommes tous les deux à un niveau d'enthousiasme qui est spécial, mais aussi de concentration, tout simplement de joie. Son compère Bertrand Piccard n'en est pas à son premier coup d'essai. Lui-même descendant d'une famille de scientifiques et aventuriers, il a réalisé le premier tour du monde en ballon et sans escale en 1999. Dans cette aventure, les pilotes ne seront pas seuls. 130 personnes suivront pas à pas la progression de l'avion. Appui logistique, météorologues, contrôleurs aériens et ingénieurs, les tâches ne manquent pas. C'est à Monaco que le centre de contrôle a élu domicile. L'expérience pourra aussi se vivre en direct sur un site internet spécialement créé pour l'occasion. 2 informations en provenance de Washington. Tout d'abord, à l'instant, l'envoi de 3000 soldats américains qui vont participer à des manœuvres dans les États baltes frontaliers avec la Russie, en lien évidemment avec la crise ukrainienne. Et puis Washington qui décide ce soir de renforcer les sanctions visant le Venezuela, pays qui est déclaré menace nationale. La Maison-Blanche reproche à cet État d'Amérique du Sud dirigé par Nicolás Maduro des violations répétées et graves des droits de l'homme, notamment lors de répressions survenue dans des manifestations d'opposition. Une polémique à présent sur les limites de l'art. Cela se passe à Malmö, en Suède, où des mendiants roms ont été recrutés dans la rue pour participer à une exposition d'un genre particulier. Léa Volbert. Un couple de mendiants roms pose dans cette salle du musée suédois Malmö Konsthall. L'un d'eux tient une pancarte « J'ai 2 enfants, ils n'ont pas de maison où vivre, j'ai besoin de votre aide, merci ». L'art connaît-il des limites ? Quelle place pour la dignité humaine dans cette mise en scène ? Vous passez devant un message quand vous entrez dans le couloir qui mène à l'exposition, qui dit « Aujourd'hui, vous n'avez pas à donner ». Donc l'élan de donner ou non de l'argent est hors jeu. Et cela force le spectateur à créer une relation au-delà de cette question « Dois-je ou non donner de l'argent ?»
that subject, should I give or not? L'artiste sud-africain Brett Bailey n'en est pas à sa première provocation. En décembre dernier, il avait déjà déclenché une vive polémique avec son exposition Exhibit B à Paris. Des hommes, des femmes noires disposés dans un décor rappelant les os humains coloniaux. Des méthodes artistiques qui étonnent, interrogent, dérangent. Je pense que je comprends l'intention de l'artiste, mais en même temps, il existe beaucoup d'autres et de meilleures façons de créer un débat et un dialogue sur la situation des migrants européens en Suède. Selon une association de Roms, près de 150 personnes sont amenées chaque jour à mendier dans les rues de Malmö, la 3e plus grande ville de Suède. Dans un pays où le parti anti-immigration monte dangereusement dans les sondages, la question de la mendicité est plus que jamais d'actualité. Pourtant, certains visiteurs confient que le message aurait pu être plus efficace, peut-être en exposant des personnes aisées, assis en train de mendier. On va se retrouver dans un instant pour notre page spéciale élection avec comme invité ce soir, ce sera dans environ 1 heure, le président de la Knesset qui est candidat sur la liste du Likoud emmené par Benjamin Netanyahou. Il s'agit de Yuli Edelstein. Et puis on évoquera dans un instant les toutes dernières nouvelles de cette campagne en Israël. Nous serons en direct de Nazareth où la liste arabe unie tient ce soir un meeting devant évidemment une foule nombreuse. Et on vous montrera comment l'Union sioniste, vous les voyez à l'image, ces deux leaders, Herzog et Livni, a tenté de séduire l'électorat francophone avec un reportage là aussi de nos équipes. Page spéciale élection, c'est dans un instant, et également les toutes dernières indiscrétions avec notre analyste Dror Even Sapir qui sera également en studio avec des invités. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.